Merci Hervé Guémard, merci Monsieur le Président du Conseil départemental de Savoie. Et la parole est maintenant au Président de l'UNCAS, à Luc Carvounas, maire d'Arforville. Madame la ministre, chère Catherine Vautrin, je vais commencer par un grand merci. Un grand merci parce que tu es une femme de parole. Tu étais à nos côtés à l'occasion de nos vœux au siège à Paris le 21 janvier dernier. Tu as pris 1h30 de ton temps avant ces vœux pour échanger avec le Bureau national et tu nous as fait une promesse, celle d'être présent ce matin à nos côtés à Chambéry. Rien que pour cela, je crois qu'on peut tous applaudir notre ministre qui est, depuis le début de notre mandat, la première ministre à participer en présentiel, comme on dit maintenant, à notre congrès. Messieurs les ministres qui nous accueillez, cher Thierry Repentin, monsieur le maire, merci, je reviendrai, de toutes les facilités que tu nous as apportées avec ton adjointe Christelle pour permettre ce beau congrès. Monsieur le ministre, président du département de Savoie, cher Hervé Guémard, qui, je crois, a dû partir. Ah, pardon, excuse-moi Hervé. Merci aussi d'être présent ce matin à nos côtés. Je salue nos parlementaires, monsieur le sénateur des Landes, madame la sénatrice de Savoie et tous les autres collègues qui sont là. Je salue aussi Shahinaz Kirouni, la présidente du département de Meurthe-et-Moselle, qui est présente à nos côtés ce matin. Chers collègues maires, adjoints au maire, je dis souvent que nos adjoints, vice-présidents de CCS, vous êtes des présidents délégués. Je demande aux maires que je visite d'employer cette expression pour vous donner plus de force dans les travaux qui sont les vôtres. Mesdames et messieurs les élus, les représentants associatifs, les agents territoriaux, chers partenaires de l'Union nationale des CCS et CIAS, nous y sommes, 94e congrès, ici à Chambéry. Nous avons pu être, je l'ai dit, rappelés, accompagnés par l'ensemble des élus de Chambéry, du cabinet, et avec beaucoup de facilité, ce qui n'est pas rien pour une association comme la nôtre. Et je veux dire vraiment le plaisir que nous avons à être ici, dans cette ancienne capitale des États de Savoie. Ça a été rappelé par monsieur le président de département, classé aujourd'hui ville d'art et d'histoire par le ministère de la Culture. Alors nous allons passer au travers du thème urgence sociale, tenir jusqu'à quand ? 2 jours, nous sommes plus de 500 congressistes cette année, 2 jours avec des ateliers, des plénières qui, je le sais, pour les élus comme les techniciens, sauront vous apporter bon nombre d'informations. Monsieur le préfet, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer et je le fais tout de suite. Ce thème, nous l'avons choisi pour insister sur l'inquiétude ressentie par les CCS et CIAS devant la crise sociale actuelle, accentuée, nous le savons, par les tensions internationales. Alors, je sais l'attachement de toutes et tous, au-delà des clivages politiques, à faire en sorte que le champ des solidarités incarné localement par nos CCAS et CIAS puisse continuer à fonctionner au bénéfice de nos concitoyens. Et c'est le moment qui m'est donné, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le précédent orateur, de remercier nos 126 000 agents territoriaux au travers de nos 15 000 CCAS et IAS qui, au quotidien, reçoivent nos administrés, parce que nous, le bloc communal, nous sommes le premier mètre et le dernier kilomètre, et cela nous oblige. C'est pourquoi, notamment, nous nous sommes associés à l'expérimentation nationale Territoire zéro non-recours, dans laquelle de nombreux CCS sont impliqués, voire pilotes, et il faudra prendre le temps, je l'espère, je le souhaite, d'analyser les résultats et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Par sa gouvernance transpartisane, qui en fait un lieu unique de rencontre, l'UNCAS est ainsi un acteur incontournable des solidarités de notre pays, tant face à l'urgence que dans la construction des politiques publiques. Nous l'avons prouvé encore une fois depuis le 14 décembre dernier avec Chido, et je salue nos compatriotes mahorais qui sont dans cette salle, avec qui nous avons travaillé hier, qui ont tiré, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans un tête-à-tête avec le bureau, encore une fois, national de l'UNCAS à Madame la Ministre, la sonnette d'alarme, parce que nos amis mahorais ont un peu le sentiment d'être aujourd'hui oubliés. Et je sais que l'UNCAS relaiera leurs besoins et leurs demandes. Nous avons organisé un comité technique pour appeler aux dons auprès de la Protection civile, de la Fondation de France, de la Croix-Rouge. Nous nous sommes adossés à des grandes associations comme l'Association des maires de France, et notre appel a permis de collecter plus de 3 millions d'euros. Et j'en suis très heureux.
Dans cet état d'esprit, au contact régulier des besoins du terrain avec nos CCAS et les habitants, nous concevons avec l'équipe dirigeante de l'UNCAS notre action. Bien évidemment, pour cela, nous comptons aussi sur nos partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels, et je veux vous remercier, Madame la Ministre, pour les échanges réguliers que nous menons et qui, je l'espère, vont aboutir concrètement à faire bouger les lignes, en particulier en matière budgétaire. Mais je ne vous cache pas, Madame la Ministre, que nos adhérents sont inquiets. Oui, ils sont inquiets et je me fais ici leur porte-parole. Inquiets alors que nous allons fêter cette année les 80 ans de la sécurité sociale. Inquiets lorsque l'on entend parler d'un gel de 9 milliards de crédits pour l'État et la sécurité sociale. Inquiets en entendant parler d'une économie de guerre, d'un livret d'épargne pour la défense nationale, de mesures particulières dans un contexte international et géopolitique que nous savons toutes et tous extrêmement tendu. Mais cette situation ne peut pas aboutir à ce que le champ des solidarités soit oublié, voire amputé au bénéfice de cette mobilisation. Nous ne pouvons pas être comparés à des pays qui portent à 70 ans l'âge de départ à la retraite ou renouent avec le service obligatoire. Nous restons attachés au modèle social français. Oui, le modèle social français qui participe à protéger nos concitoyens. Le général de Gaulle lui-même, dans une publication clandestine en zone occupée et non occupée, disait le 23 juin 1942 « La sécurité nationale et la sécurité sociale sont pour nous des buts impératifs et conjugués. N'oublions pas cela. » Car, mesdames et messieurs, ne nous y trompons pas, si la menace géopolitique est forte et nous oblige à une mobilisation européenne, la précarité en France ne cesse d'augmenter. 2 décennies de montée de la pauvreté et de stagnation des bas revenus pèsent lourd sur le quotidien et l'avenir des compatriotes. Si notre modèle social a su amortir les crises récentes, une partie non négligeable de la population a vu les revenus de son travail régresser et la baisse du chômage s'enrayer. En 20 ans, le niveau de vie médian des plus précaires a stagné puisqu'il est passé de 772 € en 2002 à 832 € en 2022, 20 ans plus tard. Paradoxe insupportable pour nous, dans une société qui produit des richesses chaque année, plus nombreuses, les inégalités se creusent, la valeur produite est capturée par quelques-uns, tandis que la précarité gagne du terrain. Les exemples ne manquent pas, malheureusement. Ici, des mamans, les familles monoparentales étant souvent portées par des femmes qui se demandent comment elles vont réussir à nourrir leurs enfants alors que le mois débute à peine et que le compte en banque est désespérément vide. Là, des personnes âgées, souvent les plus concernées par les logements en précarité énergétique, qui voient leurs factures s'envoler. Sans parler de ceux qui s'inquiètent du potentiel doublement des franchises médicales ou du reste à charge lors de leur visite chez le médecin quand ils ont la chance d'en trouver un. Oui, la situation est urgente, comme l'a prouvé la dernière nuit de la solidarité et les différentes études signalant l'augmentation du nombre de femmes et d'enfants à la rue. Ce tableau, mesdames et messieurs, il n'est pas apocalyptique ou outrancier. Il est le reflet de la réalité. Il y a ici beaucoup d'élus locaux qui, par-delà les obédiences partisanes, partagent sans aucun doute mon inquiétude. Partout, le constat est le même. La précarité est en train de s'intensifier. Pourtant, depuis 7 ans, nous n'avons eu droit qu'à une stigmatisation des bénéficiaires des minima sociaux, à la mise au travail forcé et gratuit des bénéficiaires du RSA, à la baisse des aides personnalisées au logement, à la radiation des chômeurs de longue durée de France Travail. Le budget 2025, voté dans les conditions que l'on connaît à l'Assemblée nationale, prévoit des coupes budgétaires dans de nombreux secteurs et notamment plus de 2 milliards d'euros d'économies pour les collectivités territoriales. La difficulté, on l'aura compris, des communes à anticiper l'état de leurs finances à moyen terme nous expose pourtant à un effet ciseau, mettant en danger notre capacité d'investissement et donc le maintien de politiques publiques efficaces, notamment en matière de prévention de la pauvreté. Car je persiste à croire que cette prévention, c'est la clé, la solution qui doit nous permettre d'envisager une société plus juste. Il nous faut endiguer le déclassement qui touche la classe moyenne avant qu'une vague de précarité ne conduise à une submersion de notre modèle social. Pour cela, il faut s'appuyer sur les élus locaux, et notamment les maires, car comme le montre notre baromètre du social, plus de 2/3 d'entre eux obtiennent la confiance de nos concitoyens, à contrario de nombreux autres responsables politiques. Nous sommes les premiers relais républicains de la population et, au travers de nos CCAS, irriguons le lien de solidarité sur nos territoires. Prenons par exemple cette question qui nous est chère à tous, la société du bien vieillir, sujet majeur.
Paradoxe, nous parlons souvent de transition écologique, et c'est normal, de transition numérique, et c'est très bien, mais on parle peu de transition démographique. Les CCAS, nous portons 60% en France des résidences autonomes, 10% des 7500 établissements publics, tous en déficit. 95% de nos compatriotes nous demandent de rester chez eux, ce qui pose derrière la question de l'aide à domicile, mais aussi la question des aidants, évidemment, 8 à 11 millions en France. 4,5 millions d'aidants salariés qui ont un taux de mortalité 65% supérieur aux autres, parce qu'à force de s'occuper de ceux qui en ont besoin, ils ne s'occupent plus d'eux. Et donc, je le glissais tout à l'heure auprès de Madame la Ministre, nous plaidons, nous, l'UNCAS, que ces 4,5 millions de salariés puissent être intégrés eux aussi sur les critères de pénibilité pour un départ à la retraite plus tôt. La loi sur le bien vieillir qui a été votée l'an dernier est la première pierre d'une grande maison qu'il nous faut construire au regard de la pyramide des âges projetée pour 2030, 2040 et 2050. Et nous saluons le triplement, même si c'est toujours insuffisant, mais ça c'est mon rôle de le dire, Madame la Ministre, de 100 à 300 millions d'euros du fonds d'urgence pour les EHPAD. Il est d'ailleurs nécessaire que nos CCAS soient intégrés aux comités départementaux en charge d'attribuer ces fonds, puisque l'an dernier, nous étions exclus du tour de table sous le prétexte que de toutes les façons, les EHPAD reliés aux collectivités étaient mis en dotation d'équilibre, et je crois que ce n'est pas nous faire une bonne manière. Néanmoins, nous ne voyons toujours pas arriver la loi de programmation sur le grand âge qui nous avait été promis en 2019 par le chef de l'État, en novembre 2023 par la Première ministre. Nous sommes évidemment prêts, et vous le savez, à travailler avec le gouvernement sur cette question de concert avec nos parlementaires. Imaginez ainsi cette question de la société du bien vieillir pour nos territoires ultramarins. Je le dis depuis 5 ans maintenant, ces territoires vivent en pire ce que nous vivons en Hexagone, et ils n'ont pas le luxe de pouvoir choisir entre défense de la nation, sauvegarde des services publics et fin de mois difficiles. Notre dernier baromètre du social, en partenariat avec l'IFOP, nous a montré que près de 70%, je redonne ce chiffre parce qu'il est affolant, 70% de nos concitoyens ne se sentent pas proches des préoccupations des ultramarins. C'est dire le fossé que les gouvernements successifs sur des dizaines d'années ont laissé se creuser entre les territoires de la République. Le gouvernement doit s'appuyer sur notre travail, en particulier notre manifeste pour les Outre-mer, piloté par notre première vice-présidente Erika Barèche, que nous avons remis à l'exécutif voilà quelques années maintenant. Erika Barèche, que j'excuse pour les raisons que vous pouvez imaginer. Mais également, le gouvernement peut s'appuyer sur la proposition de loi déposée par le président honoraire de l'UNCAS, le sénateur Patrick Kader, afin de créer une agence nationale d'évaluation des politiques publiques ultramarines. Vous le voyez, l'UNCAS agit et propose, à l'image des maires qu'elle représente. Et nous continuerons cette année à porter une attention particulière à la question du logement, préoccupation majeure des Français. Comme le montre le baromètre du social, 69% de nos concitoyens estiment que le logement constitue un domaine d'action sociale prioritaire, soit une hausse de 5 points en 2 ans. Accès au logement, logement d'urgence, logement social, adaptation des habitations à la perte d'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Les sujets ne manquent pas pour ce que j'appelle une densité harmonieuse dans nos villes. J'ai écouté avec attention les annonces de Valérie Létard, ministre du Logement, le 11 mars lors du MIPIM afin de faciliter la construction de logements dans notre pays. J'espère ainsi que l'aide de 100 millions d'euros dans le cadre du Fonds vert pour les communes ainsi que les décrets de simplification seront rapidement mis en œuvre. Enfin, pour conclure, nous ne pouvons pas ignorer le cri d'alarme poussé par nos agriculteurs. Rendez-vous compte, ils nous nourrissent et n'arrivent plus eux-mêmes à se nourrir. C'est le monde à l'envers. C'est pour cette raison que l'UNCAS a monté un groupe de travail spécifique sur le sujet de l'alimentation afin de réfléchir au modèle économique de l'aide alimentaire d'aujourd'hui et de demain, alors que les besoins ne cessent là aussi d'augmenter parmi les travailleurs pauvres, les seniors et les jeunes, autant de nouveaux publics qui poussent la porte de nos CCAS. Je note ainsi le fourmillement d'idées autour de ce que certains appellent la sécurité sociale alimentaire. Des initiatives locales existent en Alsace, à Montpellier, à Clermont-Ferrand et ici même en Savoie, puisque la CAF et la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord se sont associées pour lancer dès le mois de juin prochain un dispositif en ce sens. Toutefois, la question centrale, finalement, demeure: quelle place et quel rôle pour nos collectivités ?
Notre baromètre nous rappelle que pour les 3/4 des Français, l'accès à une alimentation de qualité et bon marché est une préoccupation majeure. Rien d'étonnant quand on sait que le panier alimentaire a augmenté de plus de 21% depuis janvier 2022. Nous savons que ce n'est pas des chèques dont nos concitoyens ont besoin. Nous délivrons tous des aides alimentaires. Mais l'enseignement que nous tirons de la période post-Covid est que nous devons avoir au niveau de l'État une stratégie globale qui doit conforter la coordination des acteurs sur le terrain et réfléchir à un modèle économique pérenne. 2 sujets sur lesquels travaillent nos administrateurs dans le cadre d'un groupe constitué dernièrement. C'est la condition, pour moi, sine qua non pour faciliter l'accès à chacun aux produits de première nécessité et à la nourriture de qualité. En conclusion, je veux vous dire que toutes les crises que nous avons traversées constituent une source d'inquiétude légitime pour nos compatriotes. Face à toutes ces difficultés, les CCAS sont plus que jamais au cœur du quotidien de nos concitoyens. C'est pourquoi nous continuerons à structurer notre réseau, à le développer. Et je salue les nouvelles unions départementales présentes ce matin qui portent à 77 notre maillage territorial. Ce réseau, il fait notre force. Et le Tour de France que j'ai initié est déjà riche de plus d'une 40aine de déplacements dans les territoires de l'Hexagone et ultramarins. Et je continuerai avec des échanges prochainement à Nice, aux Herbiers, à Toulouse et en Guyane mon travail. La lutte contre la précarité, les outre-mer, la société du bien vieillir, le logement et l'accès à l'alimentation, voilà les priorités que nous avons formulées il y a 5 ans. Et je souhaite que dans le prochain mandat, les questions de la santé mentale et de la ruralité fassent l'objet d'un suivi tout particulier. Avec mes collègues du Bureau national, que je salue de nouveau pour leur travail, nous continuerons à porter des propositions fortes, toujours de manière transpartisane, pour faire avancer la cause de la cohésion sociale et territoriale. Je veux les remercier, ainsi que toute l'équipe de la délégation générale qui a organisé ces 3 jours de travaux. L'an prochain, nous fêterons nos 100 ans. Donc l'an prochain, nous serons à Paris. Mais avant de nous retrouver à Paris, de beaux et bons travaux nous attendent. Et encore une fois, je suis très fier de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Preuve en est qu'il y a un réel attachement entre les élus, les techniciens, l'institution que nous représentons au service de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci Luc Carvounas, merci Monsieur le Président de l'UNCAS. La parole est maintenant à Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. C'est à vous, Madame la Ministre.